Bonjour. Bonjour. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. Ah, c'est la première fois que je teste ça, donc oui. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions, que je puisse les voir, parce que là, je ne vois rien du tout. Allô? Toujours pas de questions? Bon, peut-être on peut répondre aux questions qui ont été posées sur le groupe en lui-même.
Donc, apparemment, il y a une question sur le TOS physique 14 du 07, 14 du 7, question 17. Donc je vais remettre la question. Donc ici, on parle de la résistivité de l'aluminium. Donc la résistivité de l'aluminium est double de celle du cuivre. Super. Est double de celle du cuivre. Ok. Le rapport de la résistance d'un fil d'aluminium à celle du cuivre de même longueur et de masse par unité de longueur vaut. Donc, ils ont la même longueur. Et la même masse. Le rapport de la résistance d'un fil d'aluminium à celle du... Attendez, parce que j'ai perdu la question. Euh... Ok, bah d'abord on va terminer cette question-là. Donc ici, la résistivité d'un matériau, la résistance d'un matériau est définie par le rapport entre la résistivité, la longueur et la surface. Donc ici, on va comparer le rapport de résistance entre l'aluminium et le cuivre. Donc la résistance de l'aluminium, ça va être la résistivité de l'aluminium fois la longueur d'aluminium sur la section d'aluminium. La résistance du cuivre, ça va être la résistivité du cuivre fois la longueur du cuivre divisé par la surface du cuivre. Donc si on fait le rapport entre les deux, donc on va avoir le ρ de l'aluminium fois la longueur de l'aluminium divisé par
le rho du cuivre fois la longueur du cuivre. Et alors, vu que les sections sont dénominateurs, donc il faut renverser. Donc on va avoir ici la surface du cuivre et la surface d'aluminium. Donc on nous dit que la longueur d'aluminium est identique à la longueur du cuivre. Donc on nous donne la résistivité de l'aluminium qui est double de celle du cuivre. Ok, donc ici le rapport, ce rapport ici, ça vaudra 2. Et pour les sections, donc je vais retomber sur la question parce que je me souviens plus exactement ce qu'il disait. Voilà, donc j'ai retrouvé la question. Donc il dit, on donne également dans l'énoncé que la densité du cuivre est de un tiers de celle du... la densité de l'aluminium est un tiers de celle du cuivre. Donc est un tiers de celle du cuivre. Donc la densité d'un composé, c'est la masse par unité de volume. Donc ici, la densité, je vais l'appeler D. Donc c'est la masse par le volume. Et le volume, on sait que c'est la longueur fois la section. Donc la masse fois la longueur fois la section. Donc ici, la densité de l'aluminium, c'est la masse d'aluminium fois divisé par la longueur d'aluminium fois la section d'aluminium. Et la densité de cuivre, ça va être la masse de cuivre divisé par la longueur du cuivre fois la section du cuivre. Si je fais le rapport entre les deux densités, donc densité d'aluminium sur densité de cuivre, donc je vais avoir la masse d'aluminium divisé par la masse de cuivre fois, ici comme il y a les dénominateurs, il y a les autres termes sont au dénominateur, il faut inverser les fractions. Donc on va avoir la longueur d'aluminium, la longueur de cuivre, fois la surface de cuivre, divisé par la longueur d'aluminium, fois la surface d'aluminium. Donc ici, la masse, elle est identique, c'est donné dans l'énoncé. Les longueurs sont identiques. Et on retrouve ici sur le rapport entre la surface de cuivre et la surface d'aluminium.
Ok. Donc ici, on nous dit que c'est un tiers de celle du cuivre. Donc ici, le rapport ici vaut un tiers. Et donc nous tombons bien sur 2 tiers pour le rapport des résistances entre l'aluminium et le cuivre. Donc, alors j'ai vu qu'il y avait un commentaire sur le... Donc, comment puis-je résoudre une racine cubique? Alors, un commentaire de Abla Lazabi. Qu'est-ce que tu entends par résoudre une racine cubique? Est-ce que tu aurais un exemple d'exercice ou pourrais-tu être un peu plus précis sur la question? Ok, en attendant la réponse, on peut regarder d'autres questions. Donc, donc ici, je vois qu'il y a une question de chimie dans mes notifications. Donc, on a un récipient de 1 litre et on mélange du SO2 gazeux plus du NO2 gazeux. Pour obtenir du SO3 gazeux plus du NO gazeux. NO gazeux, ok. Donc, à l'équilibre, on a, donc c'est une réaction équilibrée. On a 0,6 mol de SO3. 0,6 mol. 0,4 mol de NO. 0,4 mol de NO. 0,1 mol de NO2 et 0,8 mol de SO2. Et on demande que deviendra la quantité de SO2 si on ajoute
0,1 mol de NO2 et que l'on retire simultanément 0,1 mol de SO3. Alors ici, ok, donc ici, ici, il n'y a pas vraiment de réponse quantitative à fournir. Et donc, il suffit d'appliquer le principe de Le Chatelier. Donc, je le remarquais ici. Donc, le principe de Le Chatelier dit que si on impose une modification à un système, donc lorsqu'on impose une modification à un système, le système réagit, un système à l'équilibre, ici, excusez-moi, donc un système à l'équilibre, le système réagit de manière à s'opposer à cette modification. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si ici dans l'énoncé, on nous a dit qu'on va voilà, dans l'énoncé, on nous dit que on ajoute 0,1 mol de NO2, donc on rajoute des réactifs. Donc, le système, qu'est-ce qu'il va faire? De manière à s'opposer au fait qu'on rajoute des réactifs, ben, la seule chose qu'il peut faire, c'est consommer les réactifs en effectuant la réaction. Donc ici, la réaction va être orientée vers la droite. Donc également, on va retirer du SO3. Donc ici, on va retirer des produits. Et donc ici, pour contrebalancer cette modification, pour contrebalancer ce changement, le système va réagir de manière à reproduire du SO3. Donc la seule manière qu'il puisse le faire, c'est en déplaçant la réaction vers la droite, donc ça veut dire en consommant des réactifs. Et donc en fait, cette méthode d'ajouter des réactifs et de retirer des produits est utilisée dans l'industrie de manière très importante, dans les procédés continus. C'est ce qui permet par exemple pour la production de l'ammoniac, donc c'est le composé industriel qui est le plus utilisé dans le monde et qui est le plus produit. C'est ce qui permet entre autres d'élaborer les engrais, d'obtenir un rendement de 20%. Okay, si vous voulez des informations supplémentaires, bah, le nom du procédé à proprement parler, c'est le procédé Haber-Bosch. Donc ici, la réponse à la question, c'est donc il demande qu'est-ce qui va se passer pour la quantité de SO2. Bah, vu qu'on va déplacer l'équilibre vers la droite, on va consommer des réactifs, on va consommer le sulfite. Donc ici, c'était la réponse A. La réponse 2, excusez-moi. Donc ici, le nombre de moles de SO2 diminue. Voilà. Et si vous serez intéressé de savoir exactement quelle est la quantité qui est le SO2 qui est consommé, ben à ce moment-là, il faut en fait appliquer la constante d'équilibre. Okay, mais ce n'est pas le sujet de cette question-là. Ici, il suffisait juste d'appliquer le principe de Le Chatelier. Voilà. On peut regarder s'il y a d'autres questions.
Donc ici, l'industrie chimique belge utilise le soufre dans de nombreux procédés. Une importante source de soufre provient du sulfure d'hydrogène contenu dans le gaz naturel. Le gaz naturel contient 10% de sulfure d'hydrogène en volume. Le volume molaire de sulfure d'hydrogène vaut 25 moles par litre. Quelle masse de soufre se trouve dans 1 million de mètres cubes de gaz naturel? On peut essayer de répondre à celui-là aussi. Donc, ok. Bon, ça, c'est plutôt le contextualisation, la première phrase. Alors, une importante source de soufre provient du sulfure d'hydrogène contenu dans le gaz naturel. Le gaz naturel contient 10% de sulfure d'hydrogène en volume. Le volume molaire du sulfure d'hydrogène vaut 25 litres par mole. Donc on va mettre toutes les informations ici. Donc on parle de gaz naturel. Donc on va faire un petit dessin, ce sera peut-être plus simple. Donc imaginons on a un certain volume de gaz naturel. Et dans ce volume de gaz naturel, il y en a une certaine partie qui est en fait du sulfure d'hydrogène. Donc sulfure d'hydrogène, c'est H2S. Voilà. D'hydrogène. H2S. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le gaz naturel contient 10%. Donc ça, on a 10% de ça. Alors, le volume molaire du sulfure d'hydrogène vaut 25 litres par mole. Donc, et il nous demande le nombre de moles, si je ne me trompe pas. Ah oui, on demande quelle est la masse de soufre dans 1 million de mètres cubes de gaz naturel. Donc, on a 1 million de mètres cubes de gaz naturel. 2, 3. Ok. On sait que 10% sont en fait du sulfure d'hydrogène. Donc, ça va nous faire 100 000 mètres cubes. Donc, il faut transformer en litres. Donc, 1 mètre cube, c'est 1000 litres. 1 mètre cube, ça correspond à 1000 litres, pour rappel. Et donc, ici, ça va nous faire 100 000 fois 1000. On peut écrire ça dans notation scientifique si c'est plus simple. Donc, ça en a fait 5, 8 zéros. Donc, ça nous fait 10 exposant 8 litres de H2S. Et donc, on nous donne la volume molaire du sulfure d'hydrogène. Donc, le volume molaire, c'est 25 litres par mole. Donc, on peut avoir le nombre de moles. Donc, ici, donc 25 litres, ça correspond à 1 mole de H2S. Nous, on a 10 exposants 8 litres. Donc, ici, pour avoir la valeur, on va faire 10 exposants 8 divisé par 25. Mole. Donc, ça correspond. Donc, 100 divisé par 25, ça fait 4. Donc, 100, c'est 2 zéros. Donc, ça nous fait 4 fois 10 exposant 6 mole. Voilà. Et on demande la masse de soufre. Donc ici, une mole de H2S contient en fait 2 atomes d'hydrogène, une molécule d'H2S contient 2 atomes d'hydrogène et un atome de soufre. Donc une mole de H2S contient 2 moles d'hydrogène et une mole de soufre. Ok. Donc en fait, il y a 4 fois 10 exposant 6 moles de soufre. Et donc pour avoir la masse de soufre, il suffit de diviser par 32. Donc ici, on a 4 fois 10 exposant 6 pour avoir la masse. Divisé par 32, c'est la masse molaire du soufre, 32 grammes par mole. Ok, donc ça va nous faire 4 en deuxième, donc ça nous fait 1 huitième, donc ça fait 10 exposant 6 sur 8. Donc 1000 divisé par 8, ça fait 125. Donc ici, ça va nous faire 125 fois 10 exposant 3. Et donc ici, la réponse qui est la plus proche, c'est... ah oui,
Ici, ça va être des grammes. Euh, donc, ça nous fait à peu près 125 kilos. Donc, ça va vous faire 136 milligrammes, environ 136 milligrammes. Alors ici, les valeurs sont un peu différentes parce que ça dépend du taux de conversion. Faut prendre la réponse la plus proche. Donc, c'est la réponse A. En réalité, les réactions présentent un certain rendement. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas pile poil la bonne réponse. Voilà. Ah, on voit pas ce que j'écris. Ah bah c'est génial. Euh, en effet, on voit pas ce que j'écris. Ok. Bah donc, ce que je peux faire, c'est euh, donc là, c'est bizarre, on voit, mais on voit pas ce que j'écris. Ah si, ok, ça me paraît un peu étrange. Ok, donc là, ça devrait être bon. Désolé pour ceux qui me suivaient et qui n'ont pas pu donc voir ce que j'écrivais. Donc là, ça fonctionne, a priori. Donc, vous pouvez poser vos questions.
Donc je regarde sur le groupe s'il y a quelques questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Est-ce que vous voudriez peut-être qu'on fasse un exercice du TOS ensemble en ligne, où j'expliquerai la résolution de chacun des exercices? Oui, non? Enfin, c'est un peu difficile si vous me répondez pas. Ah, peux-tu m'expliquer la méthode de Horner? Ok. Donc la méthode de Horner est une méthode qui permet de factoriser des polynômes. Donc un polynôme, pour rappel, donc c'est une somme algébrique de monômes. On va faire un exemple de polynôme, par exemple 7x carré plus 4x plus 1. Okay, donc un polynôme, c'est une somme algébrique de monômes. Et qu'est-ce qu'un monôme? En fait, c'est un monôme, c'est chacun des termes que tu vois ici. Okay, donc un polynôme, c'est juste une somme de monômes. Alors les monômes, de manière simple, c'est un coefficient, une lettre, un paramètre, affecté d'un certain exposant. Okay, donc ici, pour le monôme 7x carré, le coefficient c'est 7, la lettre c'est x, et le degré sur l'exposant c'est 2. Okay, donc ici, la méthode de Horner, c'est une méthode qui permet en fait de transformer un polynôme, ici c'est un produit, une somme de monômes, en fait on a un produit de termes beaucoup plus simple. C'est ça factorisé. Et donc ici, la méthode de Horner, en fait, s'applique uniquement dans certains cas. C'est lorsqu'on effectue une division par exemple, x-1 ou x-2. Okay, donc on va effectuer cette division ici. Okay. Alors la première chose, en général, quand on effectue la méthode de Horner, c'est de vérifier si la division va être complète ou pas. Et en fait, la division, elle est complète, ça veut dire que le reste vaudra 0. Donc de manière générale, lorsqu'on va diviser, comme vous avez vu en primaire, lorsqu'on effectue une division, donc on a le nombre qu'on veut diviser, je ne sais pas, par exemple 63, on veut le diviser par 4. Okay, donc on va regarder combien de fois 4 rentre dans 6. Voilà, une fois. Donc ici, on va faire moins 1. Voilà, il reste 2. Ensuite, on descend le 3. On regarde combien de fois 4 rentre dans 23. Et donc ici, 4 rentre 5 fois dans 23, parce que 5 fois 4, ça fait 20. Donc moins 20. Okay, donc il reste finalement 3. 3 est plus petit que 4, on doit arrêter la division. Si ici, on considère uniquement des divisions qui sont entières. Donc ici, ça, le terme qu'on a divisé, c'est ce qu'on appelle le dividende. Le terme ici, c'est le diviseur. Et ici, le terme ici, c'est le quotient. Et finalement, ce qui reste de la division, bah, c'est ce qu'on appelle le reste. Alors, il y a une formule générale qui dit que le dividende vaut le diviseur fois le quotient plus le reste. Ok, donc ici, bah, on peut le vérifier. 4 fois 15, ça fait 60. 60 plus 3, ça fait 63. Ok. Mais donc, on peut appliquer la même chose pour les divisions polynomiales. Et donc, l'idée, lorsqu'on effectue une division polynomiale, c'est de factoriser un polynôme. Donc, ça veut dire transformer ici un polynôme de degré 2 en un produit de polynôme de degré 1, par exemple.
Alors ici, la méthode de Horner, comme j'ai déjà dit, s'applique uniquement dans un certain cas, c'est dans le cas où on divise par un polynôme de la forme x moins a. Dans les autres cas, on ne peut pas l'appliquer et il faut faire une division polynomiale plus générale. On pourra revoir ça si tu as des questions là-dessus. Donc ici, la méthode de Horner, de manière très simple, on va prendre une nouvelle page. Donc, je vais remettre le calcul ici au-dessus. On a 7x carré plus 2x plus 10, si je me souviens bien, qu'on va diviser par x moins 2. Dans la méthode de Horner, il y a une démarche assez spécifique. Donc le nombre, on va diviser par x moins 2. Le terme ici, qu'on appelle a, on va le mettre ici. Ensuite, quand on effectue la division de Horner, il faut vérifier que le polynôme par lequel on divise est complet. Ça veut dire qu'il possède un terme pour chaque degré du plus grand au plus petit. Donc ici, il est complet parce qu'il y a le degré 2 pour cet x carré. Le degré 1, parce qu'ici, quand il y a un exposant 1, on ne l'écrit pas. Et ici, il y a le degré 0, parce que x exposant 0, ça fait 1. Donc il est complet. Il est ordonné parce qu'on passe dans l'ordre décroissant, parce qu'on passe des puissances les plus grandes vers les puissances les plus petites, donc 2, 1, 0. Et donc ici, il suffit juste d'indiquer les coefficients ici. 7, 2 et 10. Okay. Alors la première chose à faire, c'est le petit parachute. Okay. C'est le 7, on va le descendre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 fois 7, ça fait 14. Okay. On indique le résultat ici. Et ensuite, on effectue l'addition entre le terme au-dessus et le terme ici. 2 plus 14, ça fait 16. Ensuite, on fait 2 fois 16, 32. Okay. On effectue le même exercice. 10 plus 32, ça fait 42. Ok. Alors, normalement, la barre ici, elle se mettait ici, excusez-moi. En fait, cette barre-là, ça a séparé les coefficients du polynôme, les coefficients des quotients qu'on obtient du reste. Donc ça, c'est notre reste. Ok. Ici, c'est les coefficients du quotient. Alors, il faut faire ici, ici, il manque les puissances, mais donc le quotient qu'on a obtenu, ça va être 7x plus 16. Okay, on a toujours un degré inférieur au degré qu'on avait initialement. Okay. Il manque un t pour quotient. Voilà. Donc, comment vérifier que c'est correct? Et donc, on doit vérifier que 7x carré plus 2x plus 10, c'est égal à 7x plus 16 fois x moins 2 plus 42. Ok, donc ici, il faut faire la double distributivité. Donc, on a 7x fois x, ça nous fait 7x carré. 7x fois moins 2, ça nous donne moins 14x. 16 fois x, ça nous donne plus 16x. 16 fois moins 2, ça nous donne moins 32. Plus 42. Donc, si on somme les monômes de même degré, on va obtenir 7x carré. Moins 14x plus 16x, ça nous fait plus 2x. Moins 32 plus 42, ça nous fait plus 10. Et donc, on obtient bien le polynôme qu'on avait initialement. Donc, la division qu'on a fait ici est correcte. Ok. Juste descendre un petit peu. Voilà. Donc, généralement, quand on a fini une division, on va réécrire toujours la réponse sous cette forme-là. Donc, dividende est égal à diviseur fois quotient plus le reste. Est-ce que c'est clair pour la division de Horner? Ou tu voudrais faire un autre exemple?
Et donc, il y a une méthode, il y a une petite astuce, une petite astuce assez chouette qui permet en fait de vérifier que la division est correcte. C'est une sorte de preuve par 9, mais pour les divisions polynomiales, lorsqu'on effectue la méthode de Horner. Et donc, en fait, euh, l'objectif ici, c'est de vérifier que le reste est correct. Donc, ce terme ici. Et donc, comment on fait? On remplace ici par tous les x par le chiffre ici. Donc, ici, c'est 2. Donc, ça va nous donner 7x carré. Donc, 7 fois 2 au carré. Plus 2 fois 2, plus 10. Donc, ça nous fait 7 fois 4, plus 2 fois 2, ça fait 4, plus 10. 7 fois 4, 28. Plus 4, plus 10. 28 plus 4, ça fait 32. 32 plus 10, ça fait 42. Donc, on obtient bien le reste. Alors ici, comme c'est le cas avec la preuve par 9, euh, si on a la bonne réponse, ok, on peut juste dire que le reste il est correct, mais s'il y a des erreurs dans le calcul avant, donc on a mal reporté les coefficients ici un peu plus haut, on ne pourra rien dire. Okay. C'est assez pratique pour vérifier que la division est complète, parce que si on remplace donc le terme, donc ici lorsqu'on on parle généralement des divisions par honneur par des divisions par x moins a. Si on remplace le a dans le polynôme ici, on peut calculer le reste de manière très simple et vérifier que la division, la division donne bien un reste de 0. C'est très pratique pour la factorisation. Mohamed Aydin, je ne sais pas si tu as la question ou si tu veux, on peut simplement expliquer comment trouver l'image d'une fonction. On peut faire un petit rappel sur les fonctions si tu veux. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? Alors, une fonction, si tu veux, c'est un peu comme une boîte noire. Ok, on va la dessiner ici. On lui donne des valeurs à l'entrée, ok, qu'on appelle généralement les antécédents. Et à la sortie, on obtient ce qu'on appelle les images. Et ça, les fonctions, on les utilise dans la vie de tous les jours et ça, on n'a peut-être pas souvent l'impression qu'on les utilise. Par exemple, lorsqu'on utilise la télévision, on appuie sur un bouton sur la télécommande, bah, c'est le même principe. Le bouton sur la télécommande, c'est ton antécédent et la sortie, bah, c'est l'image qui apparaît sur ta télévision. Okay. Alors, de manière beaucoup plus rigoureuse, qu'est-ce qu'une fonction? Donc, une fonction, c'est une relation entre deux ensembles. Entre deux ensembles. Et ici, les deux ensembles, bah, c'est l'entrée et la sortie. Donc, tel que pour chaque élément de l'ensemble départ, de l'ensemble de départ, il y a au plus une image. Au plus une image.
Donc ce charabia, bon, on va essayer de l'expliquer de manière beaucoup plus claire avec des représentations d'ensemble. Donc ici, on va prendre une fonction très simple, la fonction élevée au carré. Okay. Donc par exemple, si j'ai comme élément de départ 1, si je l'élève au carré, je ne peux pas vous faire l'injure, ça nous donne 1 au carré, ça fait 1. 2, si on l'élève au carré, ça va nous donner 4. 3, si on l'élève au carré, ça va nous donner 9, etc., etc. Ok, donc ici, on a une fonction. Si pour chaque élément de l'ensemble de départ, donc ça c'est les éléments de l'ensemble de départ, il y a au plus une image. Donc imaginons par exemple si 3 au carré donnait deux résultats différents, par exemple 9 et on va dire moins 9, je ne sais pas. C'est pas possible, hein, mais imaginons. Et bien en fait, ça ne serait plus une fonction parce qu'on a deux solutions possibles. Okay. Donc ça c'est vraiment une première chose qui est très importante et souvent, pour vérifier que les élèves maîtrisent bien le concept de fonction, on pose des questions relatives à ce sujet-là. Ok. Alors, de manière graphique, comment on peut voir si on a une fonction ou pas? Et comment euh, regarder quel est l'antécédent par rapport à une image sur un graphique? Ici, de manière générale, quand on va représenter des fonctions, on va remettre sur l'axe des x les antécédents et sur l'axe des y l'ensemble image. Okay. Alors, la fonction x carré, si je la représente dans un graphe, elle va être de cette forme-là. Okay. En 0, on vaut 0. Bon, désolé, c'est pas très précis. En 1, on vaut 1. En moins 1, on vaut 1 aussi. En 3, on vaut 9. Etc. etc. Si maintenant on te donne une fonction, donc ça c'est pour la fonction y égale à x carré. Si on te donne une fonction, bon peu importe la fonction qu'on va te donner, je vais la tracer une aléatoirement. Ok. Si on te demande de rechercher l'image correspondant plutôt l'antécédent qui correspond à l'image de 10. Donc ici, ça c'est 10 comme image. Voilà. Bah, tu prends ta latte, tu prends un petit papier pour bien séparer, voilà, tu prolonges avec ta latte, et tu regardes quand la fonction passe par 10. Okay. Et donc là, tu vois que la fonction passe par 10 en ce point-ci, et tu regardes quel est le x qui correspond à ça. Donc ici, je ne sais pas, le x, ça pourrait être par exemple 20, étant donné l'échelle que j'ai choisie. Donc ça répond tout d'abord à la première question que ici, donc comment voir de manière graphique l'antécédent. Donc ça, c'est comment trouver l'antécédent. Et si on te demande de trouver l'image, bah, c'est juste l'étape inverse. Donc tu prends l'antécédent, par exemple, l'antécédent ici c'est 3, et tu regardes, tu prends ta droite, hop, 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 voilà, tu reportes ici, et tu vois ici dans l'ensemble image, oh, ça vaut 7. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as encore des questions, n'hésite pas. Mais je vois que ici, j'ai une autre question sur les équations linéaires à trois inconnus. Donc ici, alors généralement, quand on va résoudre des systèmes d'équations, si on veut trouver des solutions, bah, il faut qu'il y ait au moins autant d'équations qu'il y ait d'inconnus. Donc ici, on va considérer qu'il y a trois équations à trois inconnus. Alors ici, par exemple, je vais inventer au hasard, hein, pas sûr qu'il y ait une solution pour celle-ci, mais donc 7x plus 5y plus 3z égale à 3. 8x plus 9y plus 2z égale à 4. Et 10x plus 4y plus z égale à 0. Alors, pour la résolution de système d'équations à trois inconnus, il y a différentes méthodes qui existent. Il y en a qui sont beaucoup plus simples.
Et le choix va vraiment, le choix de la méthode va dépendre de comment vous êtes à l'aise avec les méthodes. Donc, je veux dire, la première méthode qui existe, c'est vraiment l'approche la plus calculatoire. C'est ce qu'on appelle la méthode par substitution. Donc, l'idée de la méthode par substitution, c'est de, par exemple, dans la première équation, isoler une des inconnues et remplacer dans les équations précédentes, donc ici le z, par le terme ici, qui ça serait moins 10x moins 4y. Donc on va remplacer ça dans les deux équations ici. Et on va de nouveau isoler ici, par exemple, ici on n'aura que des choses qui vont dépendre de x et de y. On va isoler y dans la deuxième équation. Et on va remplacer dans la première. Et comme ça, on va obtenir finalement dans la première équation uniquement une équation qui dépend de x. Donc si on effectue la méthode par substitution ici, donc je vais isoler ici z. Donc ça veut dire z qui vaut moins 10x moins 4y. OK. Donc on change le signe quand on passe de l'autre côté de l'égalité. Et je vais remplacer ici. Donc on a 8x plus 9y plus 2 fois moins 10x moins 4y. Je ferai les calculs directement comme ça, vu qu'on a un limité en place. Donc ça nous donne moins 20x moins 8y. Et c'est égal à 4. OK. Alors, dans la première équation ici, on a 7x plus 5y plus 3z. Donc ici, on va réécrire ça. 7x plus 5y plus 3 fois moins 10, donc ça nous fait moins 30. Donc je vais remettre directement ici. Moins 30x moins moins 30x, oui, on fait x3, donc c'est moins 30x moins 12y. Voilà, égal à 3. Donc ici, donc ça c'est le nouveau système d'équations qu'on a. On peut simplifier les expressions ici. On voit qu'il y a du x et du x et du y. Donc si je simplifie les expressions ici, on va avoir, pour la première ligne, moins 23x. Alors, 5y moins 12y, ça nous fait moins 7y. Ça nous fait 3. On a 8x moins 20x, ça nous fait moins 10x. 9y moins 8y, ça nous fait plus y. On a 4. Et finalement, dans la dernière équation, on a z qui vaut moins 10x moins 4y. Alors, c'est bien important de ne pas perdre d'équations en chemin. Donc, au départ, on a 3 équations et on a toujours 3 équations à chaque étape du calcul. C'est important parce que sinon, à la fin, on ne pourra plus résoudre le système. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, ici, voilà, on peut isoler le y, il n'y a pas de coefficient devant, c'est chouette. Donc ici, on va isoler. Donc on a z qui vaut moins 10x moins 4y. Et ici, on a y qui vaut 4 plus 10x. Oui. Et je peux remplacer dans la première le y correspondant. Donc on aura moins 23x moins 7 fois 4 plus 10x. C'est égal à 3. Okay. Donc ici, on voit que la première équation dépend uniquement de x. Donc ça va être assez direct pour la résolution. Donc on a, je vais répéter pour la première équation, moins 23x, moins 28, moins 70x est égal à 3. Alors, il faut aussi que je réécrive les équations en dessous. Y égale 4 plus 10x, z est égal à moins 10x moins 4y. Ok. Donc, je vais isoler. Donc ici, ça fait moins 93x. Moins 93x qui est égal à 28 plus 3, 31. Donc, autrement dit, x qui vaut moins 31 93e. Ok. Et ensuite, quand on a x qui vaut moins 31 93e, on a y qui vaut 4 plus moins 31 93e. Ok. Et z qui vaut moins 10
fois moins 31 93e moins 4 fois 4 plus moins 31 93e. Bon, ici, je ne fais pas les calculs parce que bon, ça ne va pas donner des nombres entiers. Mais vous pouvez les faire vous-même. Vous verrez que si vous remplacez au final x et y et z dans l'équation qu'on avait initialement, ben, on est censé retomber sur cette solution-là. Donc ça, veut dire la méthode la plus calculatoire. Bon, ce qui a l'avantage avec cette méthode-là, c'est qu'on fait petit à petit. Donc ça veut dire que on ne fait pas des gros calculs tout de suite. Et on voit un petit peu ce qu'on fait. On comprend, c'est assez intuitif comme approche, on voit exactement ce qu'on fait. Okay. Donc je vais juste reprendre l'équation. Non, je ne vais pas prendre toute l'équation. Bon. Donc 7x plus 5y plus 3z. Donc, je vais faire plusieurs allers-retours. « 7x plus 5y plus 3z, si je me souviens, c'est égal à 3. 8x plus 9y plus 2z égale à 4. 8x plus 9y plus 2z égale à 4. Et ensuite, 10x plus 4y plus z égale à 0. 10x plus 4y plus z égale à 0. Donc ici, on propose une autre méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode du pivot de Gauss. Okay. Et c'est une méthode, on va dire, un peu plus intelligente, mais qui n'est pas très différente de celle par substitution. Donc l'idée de la méthode par pivot de Gauss, c'est de multiplier les équations de manière à ce que quand on fait la différence de deux équations, on élimine des inconnus. Okay. Donc pour être un peu plus clair et avec un exemple pratique, on va le faire directement ici. Donc ici, on a 7x. Okay. Par exemple, on voudrait éliminer la première inconnue des deux dernières équations. Okay. Donc en fait, il faudrait retrouver un plus grand commun multiple, un PPCM entre 7, 8 et 10. On va dire que ce n'est pas le plus simple. Alors, ce qu'on peut faire ici, c'est peut-être faire ça sur la variable en z ici. Parce qu'ici, on voit qu'on a un coefficient de 1, un coefficient de 2, un coefficient de 3, donc le PPCM, c'est 6. Ok. Donc, qu'est-ce que je propose? C'est de faire on va faire moins 2 fois la première, moins 3 fois et 6 fois. Pourquoi je fais fois moins? Comme ça, en fait, ici, on aura moins 6z, on aura moins 6z ici, et on aura plus 6z. Donc, à ce moment-là, il faudra juste additionner les équations. OK. Donc, ici, je fais fois moins 2 pour la première équation, ça nous donne moins 14x plus moins 10y. Voilà. Moins 6z est égal à moins 6. Donc, il ne faut pas oublier de multiplier également le terme indépendant par la valeur. Okay. Ensuite, on va multiplier par moins 3 la deuxième ici. Donc, ça va nous donner moins 24x, moins 27y, moins 6z, plus est égal à moins 12. Et pour la dernière, on va tout multiplier par 6. Donc, 60x plus 24y plus 6z égale à 0. OK. Donc, ensuite, on va additionner
la première équation avec la dernière équation avec la première et la dernière équation avec la deuxième. On va garder la dernière. Donc ici, je vais juste recopier la dernière. 60x plus 24y plus 6z égale à 0. OK. Et donc, on va additionner, le moins 6z plus 6z vont simplifier. Donc, on a 60 moins 14. Ça nous fait 46x. 24 moins 10, ça nous fait 14y. Ça nous fait moins 6. OK. Et pour la troisième avec la deuxième, je vais mettre ici les numéros des équations. Donc, ça, c'est 1 plus 3. Et ça, c'est 2 plus 3. Donc ici, moins 24 plus 60, ça nous donne 36x. 24y moins 27y, ça nous donne moins 3y. Et ça nous donne moins 12. OK. Donc ici, on a réussi à éliminer le z des deux premières équations. On va répéter la méthode du pivot de Gauss sur les deux premières équations. Bon, ici, je pense que ça serait le plus simple, c'est de... Alors, où est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on a sur la deuxième équation, à chaque fois des multiples de 3, et sur la première équation, on a des multiples de 2, donc on peut un petit peu faire une étape intermédiaire qui est un petit peu de simplifier les équations. Donc ici, on va diviser la première équation par 2, donc ça va nous donner 23x 7y qui est égal à moins 3. On va diviser la deuxième équation par 3, donc ça va nous donner 12x moins y est égal à moins 4. Ça nous évite de travailler avec des grands nombres. Hein. Si on divise de chaque côté les membres d'une égalité, on conserve l'équation. Moins 24y, plus 24y plus 6z égale à 0. Ça ne change pas. Et donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la première équation, si on effectue la méthode du pivot de Gauss, on la multiplie par 1 et la deuxième, on la multiplie par 7. Comme ça, quand on les additionne, on va supprimer les y. Ok, on peut faire ça. Donc la première équation, elle reste la même. 23x plus 7y égale à moins 3. La deuxième, par contre, on doit faire 12 fois 7, donc ça nous fait 84x. Moins 7 fois y est égal à moins 7 fois 4, ça fait moins 28. La dernière équation, elle ne change pas. 60x plus 24y plus 6z égale à 0. Ok. Donc, au final, maintenant, il faut additionner les deux équations. Donc, on va juste écrire la première comme étant la première plus la deuxième. Ok, donc on aura 23 plus 84, donc ça nous fait 107. 107x. Et ça va être égal à moins 31. Donc x est égal à moins 31 107. Ok, et ensuite, on peut remplacer x, y et z dans les autres équations. Hein. Donc ici, si on veut avoir... il suffit ensuite, si on a 84x moins 7y égale à moins 28, 60x plus 24y plus 6z égale à 0. Donc ici, on peut remplacer x dans la première équation. On ne va pas le faire parce que ce n'est pas des nombres ronds et ça va être un peu long à calculer. Ok. On va obtenir y. Et lorsqu'on a x et y, on va remplacer dans la dernière équation pour obtenir z. Alors ça, c'est la méthode du pivot de Gauss. Alors il y a une autre méthode, pour ceux qui étaient en maths forte l'ont certainement vu, c'est avec le calcul matriciel. Je ne sais pas si ça parle à l'un ou l'autre personne. C'est une méthode, c'est vraiment ultra rapide pour la résolution. C'est celle qui est utilisée par votre ordinateur ou par votre calculatrice. Casio, si vous en avez une, parce qu'elle résout les systèmes de trois équations très simplement. Donc c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment. Est-ce que je l'explique? Et surtout, je ne pense pas que ce soit matière d'examen.
Alors, pour ceux qui posent la question, oui, je vais essayer de faire le live de manière régulière à cette heure-là, vers 16h, 18h. Bon, peut-être pas avec l'outil Facebook parce qu'apparemment il y a certaines complexités. Donc, je vais ouvrir une chaîne YouTube où on pourra. Ce sera peut-être beaucoup plus interactif. Vous pourrez mettre directement les commentaires et je les verrai tout de suite. Ok. Et donc, je vois ici. euh, Il y a moyen que tu montes le développement. Tu voudrais que je te parle un petit peu des fonctions du second degré. Ok. On peut. Ok. Donc on peut revenir un petit peu sur les fonctions du second degré si tu veux. Alors, les fonctions du second degré sont écrites de manière générale de la forme suivante. Donc f de x qui vaut ax carré plus bx plus c. Donc ici on voit que c'est un polynôme du second degré. Okay, a, b et c sont des coefficients. Bon, par exemple, on peut prendre un exemple très simple. On va prendre a qui vaut. Je pense pas qu'il y ait un décalage de 1 heure. Non, c'est juste que je vois pas vos commentaires vu que j'ai un seul écran. C'est possible. C'est possible. Donc, si on prend un exemple, on va prendre la fonction du second degré la plus simple, c'est euh, un coefficient a qui vaut 1, un coefficient b qui vaut 0, un coefficient c qui vaut 0. Donc f de x égale à x carré. Ok. Et donc, on va représenter la fonction dans un repère cartésien, ok, en prenant quelques points. Donc ici, on prend différentes valeurs de x. Voilà. Ici, f de x correspondant. Donc, en 0, on a 0. 0 carré, ça fait 0. Moins 1, ça nous donne 1. En 1, on a 1. En moins 2, ça nous donne 4. En 2, ça donne 4, etc., etc. Donc, on va représenter ces points-là ici. On va essayer d'être le plus propre possible. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est voilà, la fonction du second degré la plus simple. Et donc, la forme que j'ai écrite pour la fonction ici, la forme ici, c'est ce qu'on appelle la formule développée. Ok. Donc, pour les fonctions de second degré, il y a d'autres formes qui existent. Il y a la forme qu'on appelle la forme canonique. Okay. Je vais la mettre ici. A fois x moins m au carré plus p. Alors, cette forme-là, la forme canonique, est très pratique lorsqu'on veut qu'on veut dessiner la fonction ou lorsqu'on veut connaître son sommet. On peut montrer en fait que le sommet d'une parabole, donc ici le point qu'il y a ici, c'est égal dans cette expression de mathématiques ici aux coordonnées m et p. Et alors, il y a une dernière forme pour les fonctions de second degré. Ok, je vais la noter ici. C'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle la formule factorisée. Donc celle-là, en fait, elle n'existe pas tout le temps, elle existe uniquement s'il y a une factorisation.
Okay, donc ici, cette formule-là nous permet d'identifier facilement quelles sont les racines d'une fonction. Okay, donc ici, les racines, ça serait x1, x2. En fait, qu'est-ce que sont les racines? En fait, les racines, ce sont l'intersection de la fonction avec l'axe des abscisses. Dans notre cas ici, les racines, c'est 0. 0, 0. Ok, peut-être que je vais la rajouter juste en dessous, comme ça on peut la résoudre. Alors. Donc je vais juste rajouter la question. Que j'ai. Ça va voir un petit peu de quoi elle retourne. Voilà. Je pense que maintenant vous voyez tous la fonction. Ok. Donc ici, la figure suivante donne une partie de la représentation graphique d'une fonction f du deuxième degré définie sur R, calculée f de 10. Bon, en première partie, Charabia a dit juste qu'on a une fonction de second degré, hein, c'est pas vraiment important. Et ils veulent qu'on calcule f de 10. Ok. Okay. Donc ici, le problème, c'est qu'on ne peut pas le voir directement sur le graphique. Ils n'ont pas représenté tout le graphique. Donc ici, la chose qu'on peut faire, c'est déterminer l'expression de la fonction, okay, à partir du graphique. C'est ça qu'il faut faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit que le sommet de la fonction se situe en les coordonnées donc, du sommet. C'est 1, 0. Donc c'est d'abord la coordonnée en x, ici, puis ensuite la coordonnée de y. Ça va? Donc ici, la formule la plus adéquate pour écrire notre parabole, ça va être la formule canonique. F de x qui vaut a fois x moins m au carré plus p. Okay, parce que ici, le 1, c'est notre m, et le p, c'est notre 0. Okay, donc la seule chose qui va nous rester à trouver après, c'est le 1. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train d'écrire ou bien c'est... Ok, donc je vais répéter parce qu'apparemment peut-être qu'il y a eu un problème. Donc ici, on observe sur le graphique que le sommet se situe en 1, 0. Ok. Et donc ça, on va se servir comme information et il est beaucoup plus pratique d'utiliser la représentation canonique. Donc ici, où on voit apparaître les coordonnées du sommet M et P. Donc ici, si je vais remplacer le M et le P qu'on a trouvé précédemment, on va avoir f de x qui va valoir a fois x moins 1 au carré, parce que P vaut 0. Okay. Donc il faut trouver le A correspondant. Alors, une manière qu'on peut faire pour trouver le A correspondant, c'est de choisir un autre point. Donc par exemple, on peut reprendre la fonction en 0. On voit que f de 0, c'est 1.
Mhm. Donc, c'est ce on va faire. Donc, on va remplacer f de 0, c'est 1, mais c'est également a fois 0 moins 1 au carré. Donc, ça va nous faire 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça devient 1. Donc, ici, on n'a que 1 est égal à 1. OK? Donc, finalement, notre expression de fonction qu'on a, c'est f de x qui vaut une fois x moins 1 au carré. Okay. Et donc, ici, on nous demande ici que vaut f de 10. Okay. Alors, f de 10, il suffit de remplacer x, de changer x par 10. Ça va être 10 moins 1 au carré. Donc, ça veut dire 9 au carré. Donc, ça va valoir 81. Donc, c'est la réponse A. Est-ce que ça va pour cette question? Comme il y a un tout petit décalage de 2-3 minutes, j'attends la réponse. Ok. Donc, maintenant, je vois qu'il y a une question sur les moments de force en physique. Donc, on va regarder un petit coup d'œil là-dessus. Alors, donc, donc à l'opposé, donc, enfin, à l'opposé de la définition classique d'une force, ok, qui en fait, qui en fait permet de déterminer les interactions entre deux corps, un moment de force va toujours, un moment de force va toujours mettre un objet en rotation, alors qu'une force va mettre un objet en translation. Ah, c'est vraiment la différence entre une force et un moment de force. Okay. De manière générale, une force permet toujours de représenter les interactions entre deux corps. Un moment de force peut aussi. Mais en fait, la force va toujours mettre un corps en translation. Par exemple, une voiture va rouler de manière rectiligne, ou par exemple, je balance je tire dans le ballon de foot pour marquer dans le goal. Okay. Si on veut un exemple un peu actuel. Alors que le moment de force va mettre un objet en rotation. Par exemple, lorsque je tourne la poignée, lorsque je vais rentrer dans ma chambre, ou par exemple, lorsque j'ouvre une porte. Lorsqu'on ouvre une porte, en fait, il y a les charnières il y a la porte qui se met en rotation autour d'un axe fixe. Okay. Donc, les moments de force sont vraiment liés à la rotation d'un objet. C'est une première différence. Alors, pourquoi on parle de moments de force? Mais en fait, les forces un couple de forces peut induire ce qu'on appelle un moment de force. Par exemple, on va faire un dessin pour être vraiment plus clair. Donc ici, j'ai une roue. Okay. Si j'exerce une force en ce point-ci vers le bas, bah, intuitivement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la roue va tourner. Okay. Et la roue va tourner quand? Jusqu'à quand? Bah, la roue va tourner jusqu'à que la force ici, bah, on arrive à ce point-ci, à ce moment-là, bah, la balle va descendre. Okay. Et imaginons ici si on est au niveau du sol, okay, la balle ne peut pas descendre, et donc la balle va s'arrêter de tourner en ce point-ci. Okay. Alors maintenant, comment caractériser un moment de force? Okay. Alors, un moment de force, on a dit, de manière générale, pour expliquer les moments de force, on part toujours d'un exemple avec une poutre.
Okay. Donc, imaginons ici c'est le mur. Okay. Ici c'est la poutre. Et en fait, la poutre elle a un certain poids. Okay. Je vais la représenter ici au niveau de son centre de gravité. Elle a un certain poids, donc il y a une force de pesanteur, la force que la Terre a sur la poutre, le fait que la poutre est attirée vers le sol. Okay. Elle peut être représentée par cette force ici. Et qu'est-ce qui se passe si la poutre est uniquement maintenue dans le mur? En fait, au bout d'un certain temps, la poutre elle va fléchir. Okay. En fait, la poutre elle va devenir... je vais peut-être changer de... Pas de... Ok, je vais peut-être représenter ici. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que la poutre va fléchir. Okay. Donc, il y aura une rotation de la poutre. Okay. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une poutre? On va soit la fixer de l'autre côté dans un autre mur, soit on va rajouter une corde pour maintenir la poutre. Okay. De manière à contrebalancer le moment de force. Okay. Donc le moment de force, en fait, va toujours dépendre à la fois d'une force, donc ici la force de pesanteur, et un point fixe. C'est le point par rapport auquel on tourne. Donc ici, c'est l'endroit où repose la poutre dans le mur. Okay. Et donc le moment de force, généralement, on le définit par tau. Okay. Ça va être égal au produit vectoriel entre le vecteur déplacement et la force de pesanteur. Okay. On va essayer un petit peu de comprendre après cette formule-là, à quoi ça correspond. Alors, le vecteur déplacement, okay, en fait, c'est un vecteur qui a une direction. Okay, parce que si la poutre elle se trouve dans ce sens-ci, c'est pas la même chose que si la poutre se trouvait de l'autre côté. Okay. Il y a un sens important. Donc ici, le vecteur distance, c'est le vecteur qui va lier le point fixe au vecteur force. Donc ici, je vais le représenter ici. Okay. Et le vecteur force de pesanteur, voilà, il est là. Alors pourquoi le moment de force est un produit vectoriel? Pourquoi c'est pas seulement un produit scalaire comme lorsqu'on a un travail? Okay, cette formule de moment de force, on pourrait un petit peu la lier, on pourrait essayer de la lier avec la définition de produit scalaire qui est en fait finalement assez proche de ça, de travail qui est finalement assez proche de ça. Mais en fait, comme ici, le moment de force va induire un mouvement de rotation. On va tourner autour d'un certain axe. Donc, il est important de pouvoir déterminer dans quel sens on tourne. C'est pour ça qu'on rajoute cette notion de vecteur. Si on tourne, si la poutre ici, on voit qu'elle va tourner dans le sens horlogique, okay, vers le bas. Okay, mais il y a d'autres moments de force. Si imaginons la force était vers le haut, ferait tourner la poutre dans l'autre sens. Donc, il est important d'avoir cette notion de sens et également de direction. Okay. Et donc, de manière générale, si on veut se passer de tous ces vecteurs, okay, le moment de force, de manière, si on veut avoir la quantité scalaire, l'intensité du moment de force, ça va être la distance fois la force fois le sinus de l'angle qui est entre le vecteur déplacement et la force de pesanteur. Alors, dans l'exemple que j'ai choisi, on voit ici que l'angle, il vaut 90 degrés. Hein. Donc ici, ça serait l'angle qui serait ici. On voit ici que l'angle vaut 90 degrés, donc ici, ce terme-là, il ne faut pas le tenir compte. Mais imaginons, c'est le cas par exemple lorsqu'on a un casse-noix, le alpha ne va pas nécessairement 90 degrés, il peut valoir 30 degrés par exemple, ou lorsqu'on a un pied de biche. Donc ici, le sinus alpha ne vaut pas tout le temps. Mais dans notre cas, si. Dans cet exemple-ci, oui.
Donc, je ne sais pas si c'est clair pour l'explication du moment de force. Donc, pour vraiment résumer le moment de force. Donc, le moment de force, c'est c'est une rotation qui est induite par une force, ok, dont l'intensité est proportionnelle à la fois à la distance qui sépare l'objet mis en mouvement du point fixe et à la force qui le met en mouvement. Ok. Et la direction, le sens euh, du mouvement de l'objet va dépendre du produit vectoriel entre le vecteur déplacement et le vecteur force de pesanteur. Si tu as un exercice, on peut regarder un petit peu ensemble, essayer de le résoudre. Je pense que ce sera un petit peu plus clair de le mettre en pratique que directement ce qu'on vient de voir ici. Je ne sais pas si vous avez encore des questions pour aujourd'hui. Ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on a commencé, j'ai commencé ce live. Ce qu'on peut faire, c'est que pour que ça soit beaucoup plus structuré pour le futur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des TOS en ligne ou si vous m'envoyez des examens ou des exercices à l'avance, euh, ça sera peut-être beaucoup plus simple et beaucoup plus. Enfin, je pourrais mettre les énoncés directement sur le, sur les transparents ici. On pourrait les résoudre ensemble. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse de faire ça pour demain. Oui, ça sera sur YouTube aussi. Ça sera sur YouTube aussi. Et il y aura plus de problème je ferai en sorte qu'il n'y aurait plus de problème avec l'affichage. Je sais qu'il y a eu un petit problème au début. Et donc, ça vous intéresserait d'alors de résoudre des exercices du TOS ou, ou des examens? Je ne sais pas si j'ai enregistré le live. Je, je, je pense pas que j'ai enregistré le live, du coup, ça va être. Mais sinon, on peut en reparler demain, si vous avez encore des questions. Euh, Vous pouvez prendre le temps de cette fin de journée pour un petit peu réfléchir et on peut. Ce que je peux faire, c'est déposer le document en ligne. Si ça vous intéresse, j'ai le document avec tous les développements. Et donc, si vous avez des questions précises, ben, n'hésitez pas à m'envoyer ça et comme ça, on regardera ça demain. Moi, le problème, c'est que j'ai des supports papier, donc je veux bien t'envoyer des scans si tu veux ou faire des photos, mais
Tu aurais besoin sur quelle matière? Tu peux m'envoyer par message privé si tu veux, je t'enverrai des images si tu veux. Parfait. Voilà, donc bonne soirée à tous et on se voit demain. N'hésitez pas si vous avez aimé ce cours, à en parler autour de vous. Bon, c'est la première fois que je fais aussi ce type de vidéo, donc ce type de live. Donc, enfin, j'espère que vous comprendrez que j'ai un peu de mal au début, mais j'espère que je vais m'améliorer au cours du temps. Voilà, merci.